Le féminisme actuellement, c'est le bazar, et vu qu'apparemment il faut prendre position tout le temps pour tout et pour n'importe quoi, eh bien il est l'heure pour moi de prendre position. Pour information, la dernière vidéo que j'ai publiée sur la question il y a 2 semaines présentait deux féminismes très opposés, le féminisme intersectionnel d'un côté et le féminisme TERF de l'autre, qui est donc anti-transsexuel, pour faire très simple. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux mouvements, vous pouvez aller voir la vidéo avant de voir celle-là, mais sinon, pas de panique de toute manière. Toutes les infos seront reprises ici. Pour ceux qui connaissent déjà ces deux mouvements ou qui ont vu ma précédente vidéo, je vais spoiler tout de suite, je ne m'affilie à aucun de ces deux courants, tout simplement parce que je déteste les idéologies. Je pense que tout le monde est capable de réfléchir intelligemment par lui-même et je déteste avoir à souscrire à un ensemble de dogmes, de règles ou de manières de penser établies en dehors de moi-même. Ça me gave. Je préfère faire ma propre pensée, débattre avec les gens et ensuite tirer mes propres conclusions. Et donc, c'est toutes ces conclusions que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, on va commencer par parler du sexe et on va se mettre d'accord sur un truc tout de suite. Le sexe, au-delà de ce qu'on en pense, de comment on vit, de ce qu'on en veut, etc., c'est avant tout une fonction de reproduction. C'est-à-dire que ce qui définit un sexe, au-delà du côté génétique, donc les chromosomes, au-delà de l'aspect que ça donne, au-delà des hormones, c'est surtout le fait de pouvoir se reproduire. Donc, pour arriver à définir plus que deux sexes, il faudrait que les nouveaux sexes soient capables de se reproduire et soient réellement différents des autres, avec par exemple, je sais pas, un chromosome Z, un appareil génital complètement différent, auquel cas, oui, on aurait un troisième sexe. Mais si je reprends la théorie de la biologiste Anne Fausto-Serling que j'ai présentée dans la vidéo d'avant, qui nous explique qu'il y a 5 sexes parce que les hermaphrodites, ça compte comme des sexes, eh bien non, parce qu'en fait, les hermaphrodites ne sont qu'une composée, qu'un mélange des deux sexes déjà existants et qui ne crée rien de neuf. Donc là-dessus, moi je rejoins cette idée que le sexe, oui, c'est binaire, il y en a deux, et oui, il existe entre 0,05% et 2% de la population qui sont pas dans une définition stricte, mais je suis navré, on ne redéfinit pas quelque chose d'aussi classique, d'aussi observable et d'aussi scientifiquement prouvé que les sexes biologiques et la reproduction, juste parce que un petit pourcentage de la population fait exception. Il est à noter aussi que généralement les personnes intersexes, la majorité des cas, sont stériles. Donc en fait, non, ça n'est pas des nouveaux sexes, c'est juste une expression phénotypique et génotypique différente, mais qui ne permet pas de définir un nouveau sexe à proprement parler. Enfin, et histoire d'être un petit peu carré sur les choses et pour dire que c'est pas juste mon avis, c'est que si cette théorie des 5 sexes et du fait que le sexe n'était pas binaire mais était un continuum, un spectre, enfin bref, un truc que tu peux calculer en termes de pourcentage et pas une réalité réelle d'opposition entre le mâle et la femelle, eh bien ça serait écrit dans les bouquins qu'on donne aux gamins pour aller à l'école. Or, rien du tout n'a été fait. Pourtant, l'article date de 1993, donc j'ose espérer que si c'était pertinent, en 33 ans, ça ferait bien longtemps que ça aurait été mis au programme des cours de SVT de seconde. Et deuxième point essentiel, le genre. Alors je comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue à faire couler autant d'encre sur le genre en ce qui me concerne. Donc le genre, je redéfinis vite fait, c'est la manière d'être une femme ou la manière d'être un homme. Ça va toucher les comportements, la manière que tu as de t'habiller, la manière que tu as de parler, enfin bon, tout ce qui va toucher à la manière d'être de manière générale. Pour moi, il est évident qu'il n'y a pas de manière d'être. On fait bien ce qu'on veut, quoi. T'es un homme, t'es une femme, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas, voilà. Donc pour moi, c'est une évidence que oui, le genre est un spectre, c'est-à-dire que si jamais on a 100% attributs féminins d'un côté, comportement féminin, etc., et 100% homme de l'autre, et ben en fait, on est tous quelque part au milieu, en train de composer entre la force, la patience, le courage, l'autonomie de pensée, la faiblesse, la force, et que en fait on jongle tous entre ces caractères étiquetés féminins et masculins. Pour moi, le fait de faire exister comme ça le genre à tout prix, ça masque quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le genre en soi. Le problème, c'est pas qu'il y ait une manière d'être féminine et une manière d'être masculine. Le problème, c'est qu'il y a une hiérarchie entre les deux. Pour faire court, si je vous dis hystérie, vous allez penser femme. Si je vous dis violence, vous allez penser homme. Si je vous dis patience, douceur, empathie, vous allez penser femme. Et si jamais je vous dis courage, force et puissance, vous allez penser homme. Et jusque-là, j'ai envie de dire, pas de problème. Le souci, c'est que malgré vous et malgré nous, je m'inclus dans l'équation, on va avoir tendance à penser que puissance, force et courage, c'est quand même mieux ou plus important, ou plus essentiel, ou plus dur à incarner, ou plus valorisant que patience, douceur et empathie. Et en fait, le souci, il est là. C'est juste que les genres, enfin le féminin, le masculin, ou ce qui est étiqueté comme féminin masculin,
On a besoin des deux à valeur égale. Dans notre vie, on a autant besoin d'être capable de faire preuve de patience, de douceur et d'empathie que de puissance, de courage et de force. Et donc, à force de juste vouloir débattre sur les genres, leur existence, leur manière de se manifester, on en oublie que le combat essentiel, il est pas là. Le combat essentiel, il est dans l'idée de remettre ces deux trucs à égalité. Et on va quand même terminer sur cette idée de l'existence ou non d'une essence féminine et masculine, c'est-à-dire qu'au-delà des gènes, au-delà du sexe biologique, est-ce qu'il existe des choses, est-ce qu'il existe un genre qui serait inné? Autrement dit, est-ce qu'il existe des comportements, des traits psychologiques, des traits de caractère propres au féminin et au masculin qui seraient quelque part écrits dans nos gènes et qui seraient marqués au fer rouge selon les chromosomes qu'on a? Alors, je vais vous décevoir, mais je suis au regret de vous annoncer que pour l'instant, il est rigoureusement impossible de trancher puisque ça fait uniquement une quarantaine d'années qu'on commence à avoir des études scientifiques non orientées et qui tendent vers la neutralité à ce sujet et que pour l'instant, la seule chose qu'elles arrivent à prouver, c'est que démêler l'inné de l'acquis, c'est impossible parce que la société est beaucoup trop genrée pour ça. Et donc, je vais vous proposer 2 études pour vous expliquer pourquoi est-ce que pour l'instant trancher, ça n'est pas possible. Par exemple, il y a plusieurs années, une étude a été faite qui montrait que quand on prenait des parents avec les bébés, ok, ça c'était le contexte de l'étude, on séparait les bébés des parents dans 2 pièces où personne pouvait se voir, et ensuite on attendait que les bébés pleurent, et quand le bébé pleurait, on attendait de voir si les parents arrivaient à reconnaître leur bébé par rapport aux autres bébés juste en fonction de ses pleurs. Et il s'est avéré sur cette première étude que les femmes étaient beaucoup plus capables que les hommes, donc les mères que les pères, de reconnaître les pleurs du bébé. Et de là, on en a conclu que oui, du coup, l'instinct maternel, c'est génétique, c'est écrit dans le corps des femmes, dans leurs gènes, et elles ont pas le choix, c'est comme ça. Et donc, on a créé une conséquence sociale à cette étude-là. Sauf que cette étude-là, elle a été refaite quelques années plus tard, où cette fois-ci, les chercheurs, je pense que c'est plutôt des chercheuses, ont proposé d'étudier aussi le temps de présence des parents. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont rajouté une variable à l'étude en demandant aux parents combien de temps ils passaient avec leur enfant, quelle était la répartition de garde de l'enfant. Et il s'avérait qu'en ajoutant ce facteur-là à l'étude, on s'est rendu compte que les parents qui étaient les plus à même de reconnaître les pleurs de leur bébé parmi d'autres pleurs de bébé sans les voir, eh bien, c'était les parents qui passaient le plus de temps avec leurs enfants, quel que soit leur sexe. Et donc, c'est pour ça que quand je vous parle d'études scientifiques neutres, il s'agit bien aussi de ça. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'on passe à côté d'un facteur essentiel comme le temps passé avec le bébé pour arriver à une étude qui a conclu à une différence entre les hommes et les femmes, alors qu'en fait, avec un bon facteur en plus qui permettait d'apporter plus de neutralité, on en a conclu qu'en fait, c'était sociétal. Et c'est bien pour ça qu'il faut laisser du temps aux choses, parce que pour l'instant, la science, et je suis navrée de vous l'apprendre si je vous l'apprends, a été majoritairement faite par les hommes, donc évidemment avec des biais évidents sociétaux, puisque encore une fois la société patriarcale, même si aujourd'hui on peut en débattre et je suis la première à le faire, il y a 50 ans il n'y avait pas de débat en fait. Donc oui, évidemment il va falloir reprendre tout ce qui a été fait comme études scientifiques, même quand elles sont antérieures à nos débats actuels, tout simplement parce qu'elles sont probablement faussées par la lecture des chercheurs. Et enfin, un autre exemple, c'est l'expérience du bébé jaune. Donc en fait, l'idée c'est de montrer la vidéo d'un bébé qui pleure, qui est habillé en jaune, et donc de ne pas dévoiler des attributs sexuels, qu'on puisse pas deviner si c'est un garçon ou une fille, de montrer cette vidéo à des parents. Donc ce bébé pleure et on demande aux parents, selon eux, qu'est-ce qui exprime les pleurs du bébé. Et ben si on leur dit que ce bébé c'est une fille, ils vont dire qu'elle est triste, qu'elle a peur. Voilà, ils vont être dans ce registre-là, alors que si on leur dit que c'est un garçon, ils vont dire qu'il est en colère ou bien qu'il a un besoin qui n'est pas assouvi. Et en fait, cette étude, elle est refaite régulièrement et même dans notre époque actuelle, il y a post-année 2020, quoi, et on a toujours les mêmes résultats. Et ça pose un problème qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans notre psyché à nous, d'adultes qui avons grandi dans une société qui est très genrée, on continue à ne pas projeter les mêmes choses sur les enfants selon qu'ils soient garçons ou filles. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tant qu'il y aura ça dans la société, on ne pourra rien conclure en ce qui concerne l'inné et l'acquis, puisque de toute façon, l'être humain est très sociétal, il est très structuré. Je veux dire, l'impact de l'environnement sur le développement d'un enfant est énorme. Donc c'est pas demain la veille qu'on va arriver à théoriser autour de différences réelles ou biologiques entre les hommes et les femmes. Déjà, il faut continuer ce travail incessant de déconstruction de structure hiérarchique dans la société entre les hommes et les femmes. Et c'est que quand on aura fait ça qu'on pourra commencer à avoir des résultats pertinents sur des études plutôt biologiques ou de différences réelles, génétiques, etc.
Alors, la transidentité, moi, si je dois être parfaitement sincère, je dirais que je m'en fous. C'est-à-dire que c'est pas je m'en fous au sens strict de ce que vivent ces personnes et tout. Je dirais que je me sens pas du tout concernée par ce problème parce que je ne le vis pas, je ne le connais pas, je ne fréquente pas ces personnes. Je suis incapable d'en parler. Oui, j'ai de l'empathie pour leur situation et quand j'écoute des podcasts ou ce genre de choses qui en parlent, bah oui, ça me touche, etc. Mais c'est pas un combat que je vais prendre à bras le corps parce que j'y connais rien. Voilà. Le souci, c'est que dire ça aujourd'hui, c'est déjà à la limite de la transphobie et tu es déjà, évidemment, tu es hors du féminisme intersectionnel et donc quand tu es hors de ce féminisme, tu es forcément hors du bon courant, donc en fait, de toute manière, t'as perdu, quoi, on va dire. Et c'est peut-être ça le plus gros reproche que j'aurais à faire au féminisme intersectionnel, c'est qu'en fait, tu n'as plus le droit de te revendiquer féministe ou de te dire féministe si tu ne souscris pas à l'entièreté du discours. Et ça, pour moi, au-delà de la rigidité intellectuelle que ça propose, ça pose quand même 3 problèmes fondamentaux. Le tout premier de ces problèmes, c'est la confusion entre le monde dans lequel on veut vivre et le monde dans lequel on vit. Alors, c'est super important de faire la part des choses entre ça, parce que oui, c'est important d'avoir un idéal de monde, d'univers, de philosophique, etc., de ce vers quoi on veut aller, mais c'est aussi très important de garder en tête là où on en est maintenant, parce que si jamais tu mélanges tout, eh ben ça devient contre-productif. Et donc, je t'explique tout à fait pourquoi est-ce que c'est contre-productif. Déjà, contre quoi est-ce que, selon vous, il est le plus important de lutter? Le fait qu'on continue à dire femme pour des personnes qui ont leurs règles au lieu de personnes menstruées, ou le fait que les hommes continuent à violer les femmes et les enfants, et que les homosexuels et les transsexuels se fassent casser la gueule dans la rue. Excusez-moi, mais il y a quand même une petite hiérarchie dans les problèmes. Et donc ça crée un problème générique commun à tout le mouvement, c'est que à force d'être vouloir trop progresser ou d'être trop loin dans cet idéal qui est complètement réflectif, c'est-à-dire qu'on n'est que dans la réflexion et on voudrait que le réel colle à ce qui se passe dans notre tête, dans notre idéal philosophique, et ben on fait n'importe quoi. Je reprends l'exemple du cas des toilettes mixtes que j'avais cité dans la dernière vidéo. Exemple très simple, c'est-à-dire que par souci d'inclusivité, donc de 1%, on va dire, de personnes transsexuelles, si on prend les chiffres actuels, les toilettes des collèges et des lycées, de certains collèges et certains lycées, sont devenues mixtes et c'est produit ce qui ne surprend personne, c'est-à-dire qu'en fait, les garçons, ils ont maté les filles, ils les ont agressées, ils les ont harcelées, etc. Maintenant, si on est un petit peu honnête, le vrai problème là-dedans, est-ce que c'est le 1% de personnes qui demandent l'inclusivité, ou est-ce que c'est les 49,5% de garçons qui n'ont pas été foutus de se comporter normalement et respectueusement? Évidemment que le problème, c'est les 49,5% de garçons. Le souci, c'est que quand tu prends une décision sociale ou politique, tu ne peux pas te fonder que sur la justice. Tu es aussi obligé de prendre en compte la notion de risque et de comment est-ce que ça va impacter la société réellement dans ce qu'elle est. Et donc là, le problème, c'est que vouloir aller trop vite, c'est-à-dire dire oui, bah tant pis, le problème c'est les garçons, donc on rend ça mixte et on apprend à gérer les garçons. Eh bien non, parce que en fait, du coup, ça met en danger 100% des filles pour que 1% se sentent juste acceptés. C'est non, c'est un grand non. Des trucs comme ça, c'est juste pas possible. Et dans le même esprit, puisque je suis relativement partisane de la nuance et du au cas par cas quand c'est possible de le faire, pour le cas des femmes trans non opérées, donc des personnes avec un pénis qui s'identifient comme femmes et qui souhaitent accéder à des vestiaires collectifs féminins, moi, au vu du faible nombre de cas que ça représente, parce qu'il faut quand même garder ça en tête, je veux dire, ça concerne pas la moitié de la population. Donc, au vu du faible nombre de personnes concernées par cette situation, moi, à l'heure actuelle, il me paraîtrait juste que, en fait, l'acceptation ou non de cette personne ne soit pas faite sous le coup d'une loi ou d'inclusivité quelconque, mais en demandant tout simplement aux femmes du groupe sportif en question si elles sont OK de se changer devant cette personne-là. Et si elles sont pas OK, c'est aussi possible. Parce que, en fait, il peut aussi s'avérer que dans ce groupe de femmes, il y en ait certaines qui aient vécu des violences sexuelles et qu'elles puissent être très mal à l'aise, voire même que ça puisse être traumatisant, angoissant ou stressant de se changer face à quelqu'un qui possède un pénis. Et je rappelle que dans les cas des violences sexuelles, arriver à reprendre possession de son corps et donc à pratiquer un sport, c'est souvent quelque chose de thérapeutique. Et donc, je trouve ça un petit peu scandaleux qu'au nom de l'inclusivité et sans faire de distinction, on condamne ces femmes-là à, en fait, juste, si t'es pas d'accord, c'est que t'es transphobe. Non, excusez-moi, mais avoir vécu un traumatisme, c'est pas être transphobe. Et c'est aussi normal que quand 99% des femmes ne sont pas transsexuelles et que par contre, 1 sur 2 s'est faite violer, à un moment donné, on prenne ça en compte, quoi. Encore une fois, ça me semble tomber sous le coup du bon sens et je suis un peu,
fatiguée, et c'est pour ça que des fois le tired of explaining real fact des TERF m'a fait sourire, c'est que oui, je suis un peu des fois fatiguée d'avoir à expliquer ce genre de choses qui me semblent, moi, tomber sous le coup du bon sens. Le deuxième problème que ça soulève, c'est le fait de faire de l'exception la règle. Alors du coup, ça revient un petit peu avec ce que j'ai dit juste avant, mais là, je vous cite une étude, donc la source est en description, qui date de 2025, en avril 2025, où ils ont étudié l'évolution des orientations sexuelles, identité de genre, etc., depuis 2015 à 2023. Donc en 2015, on avait 98% des hommes et 97% des femmes qui étaient hétérosexuels et cisgenres, donc voilà. Et en 2023, on a 93% des hommes et 84% des femmes qui le sont toujours. Donc je veux dire, même avec une énorme pédagogie réalisée sur ces sujets, l'hétérosexualité cis-normative, donc le fait de naître dans un corps de femme ou dans un corps d'homme et d'être attiré par le sexe opposé, ça reste quand même la norme. Alors pas, encore une fois, au sens où les gens qui sont pas là-dedans sont anormaux, juste au sens où statistiquement, c'est ce qui s'observe le plus. Et là où à mon sens ça devient très problématique, c'est qu'on sait aussi que la majorité des violences sexistes et sexuelles se passent au sein de l'interaction hétérosexuelle. Je veux dire, 47% des viols, c'est un conjoint ou un ex-conjoint. 47% de tous les viols commis sur le territoire, conjoint ou ex-conjoint. Donc, encore une fois, vouloir aller trop vite dans l'inclusion de tout le monde, c'est masquer ces personnes-là, c'est masquer le fait que non, l'hétérosexualité cisnormative, ça reste la norme et il convient de ne pas l'oublier. Et enfin, dernier point, troisième problème, et franchement, ça me choque de devoir préciser un truc pareil, mais c'est la définition d'une femme. Alors, intersectionnel nous dit une femme, c'est une personne qui dit qu'il est, et les TERF nous dit, à l'exclusion de toute autre chose, et les TERF nous disent c'est une personne dotée d'un vagin et née avec, à l'exclusion de toute autre chose. Excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait pas être un tout petit peu plus nuancé que ça? Voilà, juste. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire tous un pas les uns vers les autres? Moi, je pense que n'importe qui est capable de souscrire à la définition suivante, ok? Une femme, c'est une personne qui est née avec un vagin, qui a vécu et qui a subi la socialisation que ça implique. Et par ailleurs, ça peut aussi être, dans quelques rares cas, une personne qui se sent femme. Voilà, ça c'est une définition. Et en fait, le propre d'une bonne définition, c'est une définition précise. Et au bout d'un moment, ça serait bien qu'on arrive à sortir un peu des concepts idéologiques et de l'inclusion généralisée, ou même, tu vois, pour les TERF, le fait d'être vraiment dans ce truc très radical, très frontal, très opposé de non, on exclut tout le monde. Ben, on peut aussi être dans un endroit où on n'exclut pas tout le monde, mais on n'inclut pas tout le monde non plus. En fait, la zone grise, elle existe, elle a toujours existé, et je trouve ça dommage que ces nouveaux féminismes soient si radicaux et en fait si fatigants, parce que ils nous fatiguent, mais fort en fait. C'est des débats dont on se fout. Et oui, parce qu'en fait, si on se contente juste de dire qu'une femme, c'est une personne qui dit qu'il l'est, sachant que en fait, la majorité des femmes, c'est des femmes qui sont nées avec un vagin, c'est normal qu'elle, elle grince des dents en disant, attendez, c'est quand même vachement plus compliqué que ça de définir une femme. Je veux dire, même nous, on en chie à se définir nous-mêmes. Par ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui se sentent femmes, notamment à travers leur corps. Et moi, je trouve ça assez violent de le nier, ce corps-là. Il me paraît essentiel de pas nier le corps des femmes dans la définition même qu'on fait d'elles, en fait. Encore une fois, ça me paraît tomber sous le coup du bon sens, quoi. On va faire un petit rappel fondamental, mais que je fais un petit peu en ligne directrice de toute cette vidéo, c'est que questionner quelque chose, ce n'est pas détester et ce n'est pas non plus s'opposer. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait émettre des réserves sur certaines choses, accepter de mettre en garde sur certains comportements, et ça ne veut pas dire qu'on nie tout un mouvement, qu'on nie son bien fondé, son existence ou sa pertinence sur d'autres aspects. Et donc non, je ne suis pas du tout une féministe intersectionnelle, et ça pour plein de raisons. Alors déjà parce que je suis fatiguée de la volonté qu'a ce mouvement à toujours vouloir atteindre le langage en premier. Oui, moi, ça m'emmerde profondément de devoir maintenant préciser que je suis cisgenre, tout ça parce qu'il y a une fraction infime de la population qui ne l'est pas. Ça n'a aucun sens. À mes yeux, ça n'a aucun sens. Et ensuite, on ne peut pas défendre tous les combats à la fois. Donc non, je n'ai pas envie de m'intéresser à l'immense schéma des dominations qui sont présentés par ce féminisme intersectionnel. Pour ceux qui n'étaient pas là sur l'ancienne vidéo, je remets, là vous faites pause si besoin, la roue des privilèges. Donc en fait, aujourd'hui, être féministe intersectionnel, ça voudrait dire être capable de se positionner sur tout ça et de prendre en compte la situation de toutes ces personnes. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Et puis surtout, je veux dire, moi, je fais un féminisme de terrain, c'est-à-dire que je parle des choses qu'on vit et j'essaye de dénouer les problèmes là où ils sont. Bien sûr que je fais un féminisme d'Occident. Enfin, je veux dire, c'est évident. Ça m'empêche pas d'être en empathie avec les autres peuples. Mais évidemment que je fais un féminisme qui correspond aux problématiques que moi je rencontre dans la société dans laquelle je vis. Ça me paraît encore une fois très très évident, quoi.
Je ne souhaite pas rejoindre ce mouvement qui s'intéresse uniquement au schéma de domination, déjà parce que je trouve qu'on parle beaucoup trop du social et pas assez du psychologique dans le féminisme moderne. Ensuite, parce qu'encore une fois, je ne connais ni de près ni de loin l'oppression ou le vécu de ces personnes. Donc, le seul risque que j'ai, c'est de dire n'importe quoi. Et là, je vous donne un petit exemple. Il y a quelques années, aux États-Unis, il y a des étudiants woke. Alors, woke, pour ceux qui savent pas, c'est un peu la version générique du féminisme intersectionnel, qui se sont rendus compte que les étudiants noirs de leur campus étaient discriminés, et donc ils ont eu cette super idée de créer des espaces safe place, donc des espaces sécurisants pour ces personnes, avec notamment des dortoirs qui leur étaient attribués spécialement pour eux, des espaces de repos, etc. Ils étaient très fiers d'eux, jusqu'à ce que les étudiants noirs, à qui on n'avait rien demandé, ont dit que oui, ok, super, sauf qu'en fait ça s'appelle la ségrégation, qu'ils connaissaient déjà très très bien, et que franchement c'était quand même relativement de la merde. Donc vous voyez, quand on veut être hyper éveillé, hyper investi, et même avec les meilleures intentions du monde, quand on n'est pas à la place des personnes, on a vraiment 80% de chances de raconter n'importe quoi ou d'essayer de mettre en place des choses qui n'ont littéralement aucun sens. Enfin, le dernier élément qui me pousse à ne pas rejoindre ce mouvement mainstream, c'est l'évolution du mouvement vers un peu une anti-hétéronormativité, c'est-à-dire être contre les hétérosexuels, en fait, tout simplement. Et ça se traduit par le fait qu'il y a maintenant tout un militantisme qui parle de faire le choix de ne plus fréquenter les hommes. Alors, si vous êtes connecté sur Instagram, TikTok et compagnie, je ne vous apprends rien. Pour les autres, on a par exemple le lesbianisme politique qui est défendu par Alice Coffin dans Le Génie lesbien, ou la misandrie qui est défendue par Pauline Armange dans Moi les hommes, je les déteste. Alors, l'hétérosexualité, du coup, à ce moment-là, en fait, l'idée, c'est de défendre que être lesbienne, c'est un choix. C'est plus une orientation sexuelle, c'est un choix, et que donc du coup être hétérosexuel c'est un choix aussi, et que du coup c'est le mauvais choix. Et donc là moi je tombe des nues parce que ah bon, maintenant on choisit son orientation sexuelle, ok, très bien. L'argument phare sociologique, psychologique, etc. qui serait derrière ça, c'est qu'en fait on serait tous des bisexuels refoulés à cause de l'hétéronormativité de la société. C'est-à-dire que naturellement on est tous capables d'être attirés par les hommes et par les femmes, mais comme la société elle est majoritairement hétérosexuelle, ça nous pousse à être, ça nous conditionne à être hétérosexuels. Alors là, moi, je suis un peu perplexe, puisque du coup, ça devient un débat étrange où eux, ils pensent que l'hétérosexualité, c'est un truc construit par la société avec aucun argument à avancer, si ce n'est leur point de vue. Et du coup, nous, en face, on se retrouve à défendre l'idée que non, l'hétérosexualité, c'est un truc qui existe par nature, avec toujours aucun argument. Et donc, du coup, ça fait un schéma un peu bizarre. La seule différence, c'est que eux, ils sont jugés progressistes, visionnaires et déconstruits, là où nous, on est jugés rétrogrades, fermés d'esprit et coincés dans une vision patriarcale du monde. Et oui, parce que quand l'idéologie rencontre le jugement et que la moralité a fait son choix, il n'est évidemment plus possible de débattre intelligemment. Et au-delà de ça, ça pose un problème essentiel, c'est que du coup, si une femme hétéro partage les problèmes qu'elle rencontre avec les hommes, c'est de sa faute. Donc on est à nouveau dans l'idée que c'est la faute de la victime, hein, avec aussi cette un peu injonction, en même temps t'es pas assez déconstruite, donc en fait merci mais non. Et du coup, l'hétérosexualité n'est plus étudiée comme porteuse de problématiques structurelles, mais juste comme une erreur de choix, et qu'en fait, il faudrait tout déconstruire et tout normaliser jusqu'à détruire l'hétérosexualité, ce qui n'a aucun sens, parce que, accessoirement, c'est aussi une négation profonde de la situation de l'enfant. Et oui, parce que si jamais les manières d'être en couple évoluent, les manières ou la manière en fait de faire des enfants, elle reste très très stable. Et quels que soient les modèles parentaux qu'on voit aujourd'hui, la plupart des enfants naissent encore de la reproduction naturelle entre un homme et une femme, et sous un modèle parental de l'hétérosexualité, c'est-à-dire que la plupart des enfants connaissent leur père ou leur mère, enfin les deux en fait. La plupart des enfants connaissent leur père et leur mère. Et donc, du coup, vouloir détruire l'hétérosexualité, c'est complètement se tromper de problème, parce que je pense qu'on sera jamais dans une société qui se passera complètement de ça, à moins de se déshumaniser complètement. En tout cas, ça c'est clairement mon point de vue sur la question. Mais en tout cas, et ça je recentre comme je l'ai fait sur le genre, le problème, ça n'est pas l'hétérosexualité. Le problème, c'est la domination masculine sur les femmes et les enfants. Et en se trompant de problème, on se trompe aussi de solution. La politique intersectionnelle, elle a l'intention d'intervenir très tôt auprès des enfants pour ouvrir les portes à autre chose que l'hétérosexualité, et ainsi prévenir la répétition des normes de genre. Et la méthode, c'est de présenter ces alternatives comme quelque chose de normal, voire de souhaitable, et surtout de facile à mettre en place. Le problème, c'est déjà que les enfants ont des yeux, et que comme les deux sexes sont bien identifiables, on peut pas leur faire gober qu'en fait on choisit, ils voient bien que c'est pas le cas. Ensuite, et ça on n'en parle pas assez, parce qu'encore une fois on ne parle pas assez de psychologique dans le féminisme actuel, l'identification sexuée est capitale pour la construction identitaire
des enfants. En fait, c'est juste comme ça. Les enfants, ils ont besoin d'arriver à s'identifier à un sexe ou à un autre pour pouvoir construire une mentalisation normale d'eux-mêmes. Et ça ne pourra pas changer parce qu'encore une fois, il n'y a que deux sexes. Donc là, je parle pas de genre, je parle bien de sexe. Donc il faut laisser les enfants pouvoir s'identifier à leur sexe et ensuite venir moduler au niveau du genre. Et donc ça propose 3 problèmes, ça propose même 3 mensonges, qui est le premier, c'est que ça n'est pas normal de ne pas être hétérosexuel et de ne pas être cisnormatif, ça relève de l'exceptionnel. Ensuite, ça n'est pas simple, puisqu'on ne change pas de sexe comme ça, hein, ça implique un traitement médicamenteux, voire chirurgical. Et ensuite, et là c'est encore plus grave, c'est que ça peut masquer des vrais problèmes, et en tête de liste, les violences sexuelles. Parce que être victime de violences sexuelles, ça implique à un moment ou à un autre de vivre une phase de rejet ou de haine de ton corps. Et c'est encore plus grave chez les enfants qui sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité, tout simplement parce que l'âge des victimes ne leur permet pas de mettre des mots dessus, ni de comprendre même que ça n'est pas normal. Et donc cette incapacité à parler fait que les faits ne sont pas dénoncés et ne sont même pas pris en considération dans leur propre esprit avant l'adolescence, voire avant l'âge adulte. Et donc, comme l'enfant vit et traverse bien souvent cette horreur tout seul dans son enfance, le fait de venir expliquer trop tôt qu'on peut changer de sexe ou d'identité, etc., il y a un risque non négligeable que le choix de la transidentité soit en fait une manière de fuir ce corps qui a été souillé, qui a été mutilé, qui a été trahi. Et à ça, le mouvement mainstream m'opposerait l'idée que le cas est suffisamment rare pour ne pas faire obstacle à tout un mouvement. Or, déjà, l'inceste, hein, c'est 2 enfants par classe. Et je pense que moi, au contraire, il est suffisamment grave pour que justement le principe de précaution soit appliqué. Et enfin, surtout, point essentiel, laissons les enfants être des enfants. Ok, je veux dire, il sera bien temps à l'adolescence de venir leur parler de problèmes de genre, de sexe, d'orientation sexuelle, etc., qui, je vous le rappelle, sont quand même des problématiques d'adultes sexués. Les enfants, avant la puberté, ils ont la chance de vivre dans un monde qui est relativement asexué, il n'y a pas beaucoup de dimorphisme sexuel, et si jamais on les traite avec égalité, ils se développent de la même manière. Donc plutôt que de militer pour parler de ça dès qu'ils ont 4 ans, on ferait mieux de militer auprès des écoles et des espaces d'accueil pour que les activités proposées et la manière de traiter ces enfants soient le plus mixte possible. On va pousser les filles vers le sport, on va pousser les garçons vers la coopération. Bref, on va essayer de travailler sur le genre et on va foutre la paix au sexe de manière générale et à la sexualité en particulier. Pour conclure cette vidéo, il me paraissait essentiel de rappeler que moi, là, je me positionne par rapport à 2 discours qui sont extrémistes et que, en fait, on les entend jamais, mais la plupart des militants LGBT, des militantes féministes, etc., sont des gens comme vous et moi, c'est-à-dire nuancés, modérés, réfléchis, qui sont en fait réellement impliqués sur le terrain et qui sont complètement invisibilisés par ces idéologies qui prennent toute la place, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias en général, qui se font la voix du buzz plutôt que la voix du bon sens. Et donc en fait, ça invisibilise complètement le travail de terrain qui est fait par ces personnes-là et qui est souvent brillant. Ça dénature le féminisme, ça dénature ces mouvements et ça nous fait tous passer pour des idiots. Et j'aimerais beaucoup qu'on arrive à construire un monde où en fait la parole est donnée aux gens qui font plutôt qu'aux gens qui pensent et surtout qui pensent savoir mieux que tout le monde. Par ailleurs, ces mouvements extrémistes ont toujours tendance à parler de combats, ou en tout cas, ils en montrent tous les aspects. Moi, en ce qui me concerne, mes combats sont très simples et je les ai choisis il y a longtemps. C'est la cause de l'enfant en tout premier lieu et je m'appuie pour ça sur la chaîne beaucoup sur les travaux d'Alice Miller qui sont parfaitement mixtes, ok. Et s'intéresser à l'enfant, justement, c'est un problème de mixité complète parce que les enfants, quand ils sont petits, il est très important de les traiter de la même manière et surtout, ils vivent la plupart du temps les mêmes violences, que ce soit des violences sexuelles ou tout simplement la violence de la domination des adultes, au-delà de juste la domination patriarcale. Et ça, je suis navrée, mais on n'en parle pas assez. Et enfin, mon deuxième combat, c'est les femmes victimes et tout particulièrement les femmes victimes de violences physiques et sexuelles. Encore une fois, un sujet qui, à mon sens, est capital et qui est trop peu débattu sur la scène médiatique actuelle, puisque l'espace est occupé à parler d'autres choses dont on se fout. Et pour finir sur ces 2 combats, si je considère qu'il est de bon ton ou qu'il est pertinent de venir contredire ce féminisme mainstream pour arriver à les défendre, eh bien je ne me gênerai pas pour le faire. Si jamais ce discours un peu plus modéré, un peu plus nuancé vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne puisque c'est de ça dont on va parler ici. Par ailleurs, dans les mois et années à venir, je vais commencer à mettre en place des vraies actions de terrain pour arriver à incarner ces combats dans le concret. Donc vous abonner à la chaîne, c'est aussi vous permettre de suivre l'évolution de tout ça et ça vous permet aussi de soutenir
mon travail et l'investissement que je peux avoir sur ces causes-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, intéressé, que ça vous aura plu dans les mesures qui sont possibles. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du programme.